Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Excellences, cher ami, bien merci pour votre présentation. Chers membres de l'Académie, cher ambassadeur du Portugal, Carlos, bon ami, mesdames et messieurs les diplomates, chers invités, c'est un honneur, une grâce et une responsabilité recevoir l'investiture de l'Académie du Royaume du Maroc. Je souligne un honneur, une grâce et une responsabilité. Je suis très reconnaissant à Sa Majesté le roi Mohammed VI, un roi moderne, réformateur, respecté et stabilisateur. D'ailleurs, je me permets de faire un tout petit commentaire diplomatique mérité. Le Maroc a une diplomatie extrêmement professionnelle. Mais si je peux reconnaître en fait précis, 2025 sera lu dans l'histoire comme l'année dorée de la diplomatie marocaine, avec une victoire tout azimut dans la question du Sahara. Congratulations. Je dois partager avec vous, en tant que responsable politique des domaines régaliens comme la défense et les affaires étrangères du Portugal, j'ai toujours renouvelé notre concept stratégique en assumant la thèse des deux frontières de mon pays. Le Portugal a la frontière terrestre avec l'Espagne. Il a aussi la frontière maritime avec l'Atlantique et notre premier ami et voisin, au-delà de la mer, c'est le Royaume du Maroc. Moins d'une heure distancé de Lisbonne. Je rappelle encore une vérité historique assez consensuelle. Notre frontière maritime est non seulement la source de l'école des navigateurs portugais et des découvertes, elle est surtout la source de notre indépendance nationale depuis quasi 9 siècles. Je tiens aussi à remercier Tahar Benjalloul. Je crois qu'il a eu une certaine responsabilité dans la suggestion de mon nom et partager avec vous. Notre rencontre a été celle d'un grand écrivain et peintre du Maroc et du monde et d'un lecteur compulsif. C'est mon cas. Sous le soleil magnifique de Tanger, nos rencontres sont toujours littérature d'abord, beauté d'abord, culture d'abord. Je connaissais déjà son superbe talent, je veux lui remercier le plaisir de son amitié généreuse. Chers membres de l'Académie, revenons au thème de la présentation. Il existe un article discret dans une loi américaine peu connue, la section 230 du Communications Decency Act de 1996, qui explique pour une bonne part l'un des plus grands paradoxes occidentaux de notre époque. D'une côté, cette norme, la section 230, a fortement contribué à l'explosion de créativité et d'innovation qu'ont représenté aux États-Unis et par ricochet dans le monde les plateformes numériques. Mais de l'autre côté, c'est aussi cette même norme
qui protège excessivement les plateformes et les réseaux en les exemptant de toute responsabilité pénale concernant les contenus publiés par des tiers et multipliés ad nauseam. Le minimalisme de la régulation a permis l'essor des grands innovateurs. Mais l'absence de toute limite réglementaire favorise aujourd'hui leur immunité totale. Une espèce d'espace de non-droit doté d'un immense pouvoir sur la formation des consciences dans le monde occidental et exerçant un impact particulièrement pervers et médicalement documenté sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Le mouvement visant à revoir la section 230 et l'adapter au monde d'aujourd'hui est large et transversal aux États-Unis. Il s'agit même d'un objectif bipartisan, classique et bénéfique dans la démocratie américaine, l'ancienne, la représentative, mais de plus en plus rare dans ce nouveau régime en construction, la démocratie numérique ou l'algorithmocratie. La dernière fois que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée sur cette question remonte au jour où les parents d'une jeune fille juive, victime accidentelle d'attentats fondamentalistes contre les supermarchés et les restaurants juifs à Paris, ont décidé de poursuivre l'algorithme, une ingénieuse construction juridique. La cause était pourtant évidente. La convocation, l'organisation et la logistique de ces attentats avaient été effectuées via des plateformes relativement ouvertes et accessibles, échappant toutefois à la surveillance policière ou judiciaire. Selon les parents, l'algorithme était le détonateur et le multiplicateur d'une violence barbare. Ce n'était pas exactement l'algorithme, c'était le client de l'algorithme. En l'occurrence, une organisation terroriste qui avait utilisé et abusé des facultés offertes par des plateformes pour perpétrer des crimes et même des attentats meurtriers et aléatoires. La Cour suprême américaine a accepté une évaluation préliminaire du litige, mais en combinant le premier amendement, liberté d'expression, avec la section 230, immunité des plateformes face au contenu du public, elle s'est abstenue de trancher, renvoyant les plaignants devant le Congrès, seul habilité à faire et défaire les lois. Évidemment, les plateformes numériques ont réagi contre toute éventualité de limitation, en l'occurrence, la simple possibilité d'avoir un devoir de répondre devant la justice pour héberger ou publiciser des contenus qui constituent objectivement des crimes graves. Il ne fait guère de doute. La plateforme concernée a au moins facilité la perpétration d'un crime. Parle-t-on ici de liberté ou de liberticide? Plus récemment, deux cas ont rendu encore plus visible
qu'il existe un versant intéressant à ces plateformes, l'économie d'Internet, plébiscitée par le public, et la maximisation des accès et des opportunités. Mais d'autre côté, il existe encore également un côté sombre, pour ne pas dire un côté noir, insensé et dangereux, que ces entreprises persistent à nier dans un exercice de cynisme qui les discrédite. Adam avait 16 ans. Apparemment bon étudiant et bon fils, mais il avait des problèmes de santé mentale. Il a commencé à interagir avec un modèle de ChatGPT. De l'autre côté se trouvait une sorte de psychiatre virtuel. L'expression elle-même est terrifiante. Un psychiatre virtuel qui l'a incité à ne rien partager avec ses parents et à ne pas demander d'aide professionnelle. Pendant des mois et des mois, le jeune a révélé des pulsions suicidaires. Dans ces dialogues, la tentation du suicide a été abordée centaines de fois. Le psy virtuel est très intéressé par la capture de la dépendance de l'adolescent et n'alerte qui que ce soit ni coupe la communication. Adam se suicide. OpenAI, la célèbre OpenAI, soutient devant le tribunal que l'utilisateur devrait savoir que dans les règles d'accès à ChatGPT, les conversations sur auto-lésion ne sont pas admises. Pub trompeuse, publicité trompeuse. Elles ont été admises, alimentées et prolongées. Cet été, un autre sujet a agité l'opinion publique, surtout en France. Une plateforme d'Australie a diffusé en direct des images de torture et de sévices infligées à un influencer qui avait signé un contrat autorisant cette violence en échange d'argent. Les mauvais traitements se sont intensifiés au fil des jours et le prix de l'accès pour le public a augmenté en parallèle. À un certain stade, M. Portmanov, c'était le nom de l'influencer, n'a plus supporté et il est mort en direct devant des milliers de personnes. Ça vous rappelle le Colisée de Rome? Dans quel monde voulons-nous vivre? Est-il légitime de permettre la contagion de tiers, nommément adolescents, par cette violence ultra au nom de la liberté, même quand cette liberté nourrit la privation de la vie de quelqu'un? À ce stade, partiel mais significatif, j'ai dissipé mes hésitations. En matière pénale, et pour ceux qui relèvent de la participation, de l'incitation et des crimes, je ne vois pas pourquoi l'on appliquerait aux plateformes numériques une règle différente de celle qui s'applique au reste de la société. Je dirais même plus, la responsabilité pénale est le seul principe susceptible de les conduire à davantage de prudence et de respect par le bien commun. Le périmètre étant parfait, mais il est clair et restreint. Ce qui est pénal
est pénal. Ce que n'est pas pénal n'est pas pénal. À mesure que les leaders technologiques deviennent des grands électeurs, ce fut le cas des dernières élections américaines, et c'était pas la première fois et ne sera pas la dernière, il devient manifeste que nous faisons face au risque d'une oligarchie technologique. L'audace de les défier pour que la loi s'applique à tous se fait de plus en plus rare. Les anciennes thèses libérales, simples et malheureusement insuffisantes, ne nous aident guère face à un problème massif, nouveau, structurel, qui affecte aujourd'hui le mindset de la culture occidentale. Je suis d'ailleurs très sceptique quant aux vertus de l'autorégulation des plateformes numériques. Ce serait bien beau, mais cela ne fonctionne pas, tout simplement. La présomption vertueuse, selon laquelle les réseaux et leurs propriétaires se chargeraient de limiter ou d'éliminer les groupes et contenus qui promeuvent intellectuellement ou matériellement des crimes aussi noirs que le terrorisme, le trafic humain, l'abus d'enfants, l'exhibition de torture et services, la fraude contre les plus naïfs, le vol de données, la haine ou la violence contre l'autrui est démenti par les faits. Cette criminalité souterraine ou épidermique ne cesse d'augmenter. Et plus grave encore, ce monde obscur fait partie intégrante du modèle économique des plateformes numériques. La mise en scène du mal et de la violence a toujours attiré un public spécifique et généré du profit. Or, la vente des données de ces clients de ce monde obscur génère beaucoup d'argent et s'inscrit dans le modèle des plateformes numériques. L'alternative principale à une autorégulation défaillante serait une régulation, hétéro-régulation, qui se transformerait rapidement en exercice arbitraire de correction politique. Une chose est éliminer les crimes, autre chose est éliminer les opinions. Certaines, davantage que d'autres. Cette intolérance fait aussi partie de la nature humaine. Il suffit de constater qu'en Amérique, dans le temps d'un clin d'œil, nous sommes passés du wokisme à un nouveau wokisme de sens inversé. Les deux extrêmes adorent censurer la liberté de penser. L'inefficacité des solutions classiques à des problèmes nouveaux produit une conséquence géopolitique rarement comprise ou notée. À une époque où les États-Unis et la Chine disputent la suprématie technologique et les minéraux que l'alimentent, les Chinois utilisent la censure, le pire des remèdes, pour mettre le régime à l'abri des tempêtes politiques et sociales engendrées et amplifiées dans les plateformes. Ce processus est très attendu dans un régime autoritaire. Le parti dispose du numérique à son avantage, détectant, expulsant et punissant la dissidence. En même temps, les dirigeants chinois observent, non sans satisfaction,
l'ambiance de crispation, division et antagonisme entre les Américains. Ils observent aussi l'Europe avec une certaine ironie. La carte européenne est aujourd'hui devenue un mosaïque de pays bloqués, parlements fragmentés, compromis impossibles et extrêmes royaunnants. La Chine, qui a ses propres difficultés, déclin démographique, dette invisible, voit ses rivaux systématiques s'enfoncer dans une autodestruction compulsive et peut ainsi apparaître plus triomphante qu'elle ne l'est. Quel lien existe-t-il entre cette euphorie d'un État coercitif et la démocratie numérique de l'autre côté du monde? En loi étroite, la politique occidentale a changé de nature, pas la politique chinoise. La prédominance de l'algorithmocratie, comme notablement l'a écrit Adolfo Mesquita Nunes, une personnalité portugaise, obéit à une logique implacable qui déchire les démocraties représentatives, dont les élites politiques ne savent plus vivre sans likes, ni concentrer leur attention sur l'essentiel, capturées qu'elles sont, à des rares exceptions près, par l'agenda, la pression et l'obéissance fréquente aux avant-gardes numériques. Quelle tristesse, quelle lâcheté. Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han a expliqué il y a plusieurs années déjà, dans la Société de la transparence, ou bien dans d'autres éditions françaises, l'ESAIM, des abeilles, la tentation trompeuse des réseaux. Oui, ils augmentent la participation, certes, mais n'amplifient pas ni l'individualité ni la personnalité. Il a su dénoncer comment la technique subtile et dangereuse des plateformes consiste en maximiser l'économie de l'attention, en s'appropriant du temps disponible des utilisateurs, oscillant entre l'excitation de la curiosité et l'escalade de cette même curiosité. C'est une espèce de toujours plus du langage et de l'image. Ce sont des processus addictifs, nommément ceux qui font revenir à l'écran aussitôt on l'avait quitté, qui produisent des indignations successives, plusieurs fois par jour, idéalement scandaleuses, si frénétiques que le lendemain matin, nous n'en retenons aucune. Lorsque tout est épisodique, rien n'est plus essentiel. Les utilisateurs virevoltent comme des abeilles, en se déplaçant en essaim vers la prochaine direction. Et les plateformes, heureuses, vendent de plus en plus données. Plus récemment, dans ce magnifique livre « Les ingénieurs du chaos », Giuliano da Empoli a mené une lumineuse exploration. L'introduction expansive de l'algorithme dans la vie politique et comment cette invasion expansive a été le moteur de plusieurs désastres occidentaux. Du Brexit au Royaume-Uni, au 6 janvier aux États-Unis,
au 8 janvier au Brésil. Certes, tout relève du consentement et chacun de nous livre volontairement ses données à des entités inconnues, celles qui achètent les données à l'entreprise de l'algorithme. Pour la première fois, il devient possible que quotidiennement des millions de citoyens, des dizaines aux centaines de millions, reçoivent des messages sous la forme de vidéos, d'images ou de textes synthétiques adaptés à ces instants et à ceux de personne d'autre. Tous les habitants d'une ville reçoivent ces messages, mais aucun ne reçoit le même message que son voisin. Il repose sur une programmation des instincts avec des fins politiques précises. Rappelons-nous, l'algorithme connaît tout et chaque détail de nos vies. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Les paroles qui nous touchent, les paroles qui nous blessent. Ce qu'on achète, ce qu'on échange. Ce que nous mobilise, ce que nous distance. À la fois à l'échelle personnelle et à l'échelle totale, on fait du agitprop numérique dans une seconde, faisant monter les décibels des tribus urbaines et suburbaines. Je me rappelle toujours de cette petite histoire absolument extraordinaire d'une vieille dame veuve au pays de Galles, Wales, 15 jours avant le Brexit. Elle était veuve, une femme triste, elle avait une petite passion particulière, des chats persans. 15 jours avec le Brexit, elle commence à recevoir dans son smartphone des vidéos, des mèmes et des textes avec le même mantra. Europe will ban Persian cats. Vote, leave. Elle n'avait pas un fact-checker dans sa main. Au début, elle a été anxieuse, après irritée, et à la fin, elle a voté Brexit. Imaginez la multiplication à l'échelle des nations de ce genre de agitprop. Certes, je disais, que le reste dans cette transformation radicale du rapport entre politique et réseau est plus qu'évident. Je convoque les données du Eurobaromètre de 2025 qui indiquent une réalité virtuelle littéralement majoritaire. 42% des jeunes européens de 16 à 30 ans ont comme principale source d'information, je souligne, d'information, les réseaux sociaux. Au Portugal, cette prédominance cède encore un peu face à la télévision. 52% regardent la télévision comme première source d'information, et 40% les réseaux sociaux. Aux États-Unis, on le comprend, la génération Z consulte quotidiennement les réseaux comme source primaire d'information et seuls 11% déclarent jamais le faire. Chez les millennials, la proportion est encore plus violente. 45% première source réseaux sociaux, 11% jamais. Dans les deux cas, la formation de la conscience et de l'opinion publique s'est délocalisée vers TikTok, X ou Facebook, ce que en dit long.
nous vivons ces temps-là. Dans le cas de TikTok, permettez-moi l'ironie, la délocalisation est physique. Il n'est pas anodin qu'une plateforme chinoise qui n'existe pas en Chine soit la préférée de la jeunesse occidentale. Connaissez-vous une application occidentale opérant en Chine? Aucune. On ne vient pas se prendre. Et si TikTok, je vous demande seulement potentiellement, et si TikTok était une arme de destruction intellectuelle massive des jeunes de l'Occident? Je ne dis pas que ce soit probable, mais c'est possible. Produire la polarisation, fabriquer l'idiotie, augmenter l'addiction. Que penser du fait que le Congrès américain, les deux chambres, aillent voté une loi à 80% visant à interdire TikTok aux États-Unis et que cette loi ne s'applique pas parce que M. le Président juge que TikTok lui est favorable électoralement. Guess why? Avec une franchise cristalline, on s'étonne encore des transformations électorales à l'Occident. S'il ne s'agissait pas que d'un changement de mode, une marque ou de décor, ces phénomènes n'auraient pas d'effet durable. Mais comme chacun peut le constater, la logique politique des réseaux et des plateformes est profonde et névralgique si l'on veut analyser la nouvelle formation de la nouvelle opinion publique. Les 5 principales évolutions sont, synthétiquement, dans les réseaux sociaux, le remplacement de la complexité des problèmes par la simplification à l'absurde des réponses ou des solutions. La primauté de l'instinctif sur le rationnel. Le glissement d'une politique doctrinale vers une politique, entre guillemets, identitaire. Vous savez, quand on ne discute que nos identités, on finira pour réduire notre tolérance vers les autres avec une identité différente ou des autres vers nous avec notre identité différente. Le glissement d'une politique doctrinale vers une politique identitaire. La régression du débat argumentatif vers l'inframonde de l'insulte et de l'offensif. Et la génération d'un climat général de discorde que réduit presque à rien la probabilité d'un compromis. Dans ce nouveau paradigme, les extrêmes de droite et de gauche progressent. La radicalisation est la vitamine de l'anxiété. Les vérités alternatives, réfléchissez sur ce concept. Mais qu'est-ce qu'une vérité alternative? Par exemple, sur Dieu. J'en ai pas besoin. Par exemple, sur la science. J'en ai pas besoin de vérité alternative, ça n'existe pas. Bon. Les vérités alternatives, souvent contre la foi et contre la science, deviennent dominantes dans ce nouveau paradigme. Il y a une sorte de vocalisation de l'ignorance et une immense réduction du savoir. Question spéculative. Vous croyez que l'éclat de la Renaissance aurait-il eu lieu à l'ère des plateformes digitales? Vous croyez que le courage de Churchill avait-il résisté
à l'impatience, l'indignation et le pouvoir destructeur des réseaux sociaux. Chers académiciens, chers collègues, je souhaiterais partager avec vous quelques questions apparemment simples mais profondément dilématiques. Pensez-vous qu'il est vraiment possible de débattre sérieusement des enjeux tels que la démographie, les migrations, le changement climatique, la distribution de la richesse ou le dialogue entre les religions dans des vidéos de 28 secondes au TikTok ou en 142 caractères à une plateforme? Existe-t-il ou non une relation directe et peut-être proportionnelle entre la dangereuse progression des partis extrêmes et la croissance du pouvoir des plateformes digitales? Aujourd'hui, faites chacun l'exercice. Est-ce qu'il y a davantage de concorde ou de discorde dans notre monde comparé avec le début du siècle? Pourquoi la modération et les modérés sont-ils devenus une espèce zoologique rare dans le zoo numérique? Sans modéré et sans modération, comment garantir la pax démocratique ou le progrès fondé par des accords? Existe-t-il ou non une relation de cause à effet entre l'effacement de la mémoire, la méconnaissance brutale de l'histoire et la glorification d'une société de l'instantané, de l'éphémère, de l'artificiel et du banal, caractéristique de la civilisation numérique? Vivons-nous des temps de veille d'une progressive banalisation du mal d'une autre espèce, comme l'a un jour écrit Hannah Arendt? Quel sera le rôle de la vérité? C'est la question la plus douloureuse. Quel sera le rôle de la vérité dans la prétendue démocratie numérique ou algorithmocratie? Est-ce que sera une coïncidence si le concept philosophiquement absurde de vérité alternative, forgé par le fondateur de MAGA, Steve Bannon, se développe parallèlement au déclin tragique de la rationalité et à l'attaque contre la science qui contamine la décision politique dans les démocraties occidentales? Je crois que nous touchons là à l'essentiel. Le problème de la vérité et du mensonge dans la police ou dans la nature humaine est aussi ancien que l'humanité et ne va pas disparaître. Mais l'usage et l'abus de l'intelligence artificielle dans l'action politique pourraient être un point de bascule. Les systèmes technologiques de traitement du langage et de l'image peuvent ou sont déjà en train de produire un impact dévastateur sur les démocraties, non par la mystification. La mystification fut toujours le mantra de la propagande, mais à travers de la démocratisation du fake et la généralisation de la faussification. Viendra le jour où, dans nos smartphones, iPhones, mobiles, tablettes, montres connectées ou ordinateurs, nous allons recevoir, comme si c'était normal, à une vitesse fulgurante, des événements qui ne se sont jamais produits, des discours qui n'ont pas été jamais prononcés, des images d'une réalité absolument inexistante, avec un degré de perfection
technologique que rend ces vidéos et ces images crédibles et une précision artificielle que rend ces vidéos et ces images vraisemblables. Ce jour-là, avec le multiplicateur algorithmique à l'échelle des nations entières, comment le citoyen qui est aussi électeur pourra-t-il distinguer le vrai et le faux, l'authentique et le manipulé? Et quelle sera la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable quand tu se déluiras ou confondras? Pendant la pandémie, surtout à l'université, s'est installée une confusion un peu joyeuse entre googler et étudier. Les deux choses sont utiles et nécessaires, mais ne sont pas une seule et une chose. Évidemment, la distinction, c'est l'honnêteté de l'auteur et l'intégrité de l'effort. Curieusement, l'innovation nous a aidés à résoudre les dilemmes éthiques générés par l'innovation. Et nous disposons désormais d'applications capables de détecter le plagiat. Mais dans l'espace de moins d'une décade, le problème a pris une autre ampleur. Des légions d'étudiants, de journalistes, de consultants, de managers confient au modèle type ChatGPT l'art difficile, magnifique et cultivé d'écrire en texte. Et cela a des conséquences. À mon avis, c'est seulement un avis personnel. Quand on arrête d'écrire, on commence à arrêter de penser. Je n'ai aucun préjugé général sur l'intelligence artificielle, ni négatif ni positif. Elle apporte des avancées extraordinaires, nommément dans la santé. Diagnostic précoce, examen complémentaire, progrès pharmaceutique. Elle offre des possibilités remarquables aux défis du vieillissement. Aux entreprises, c'est consensuel. L'intelligence artificielle va augmenter la productivité des entreprises, surtout dans le développement de la demande. J'ai davantage de réserves quant à son usage dominant dans les tribunaux ou les écoles. La question devient plus complexe s'agissant de tous les domaines de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle. Si je me permets une demande provocatrice, mais réelle, à qui appartient la voix de Scarlett Johansson, qui a été volée par ChatGPT, parce qu'elle avait refusé un contrat? Est-ce qu'il s'agit d'art? Et si oui, qui a les droits d'auteur lorsqu'un autoportrait de Frida Kahlo, de ma adorée Frida Kahlo, est généré par Midjourney comme si elle l'avait peint alors qu'elle n'a jamais peint. C'est en politique et sans doute aussi en défense que l'intervention d'une intelligence artificielle non régulée, alliée à la digitalisation bienveillante et planétaire, peut produire des véritables effets de régime. Je ne doute guère que la démocratie numérique va finir par anéantir et remplacer les démocraties représentatives. Plus tôt que tard. La politique émergente sera capturée par des avant-gardes numériques, des vanguardes digitales, vraies ou fausses, qui promettent remplacer l'intermédiation des institutions. Voilà le scénario tant désiré pour les autocrates
comme pour les oligarques techno. Une apparente démocratie directe permanente qui se convertira rapidement en démocratie distante, après intermittente et finalement vide. Chers collègues, je termine. Pour user une expression assez populaire dans mon pays, par des motifs spécifiques, je ne suis pas ni un optimiste irritant, ni un pessimiste anthropologique. Un homme de mer n'est jamais ni excessivement optimiste, ni excessivement pessimiste. On n'arrête pas le vent avec la main, et on n'arrête pas non plus la technologie par la simple réaction. S'il existe un principe non écrit dans l'histoire d'évolution, c'est que les innovateurs vont presque toujours plus vite que les législateurs et que ces derniers arrivent souvent trop tard. Too little, too late. D'un point de vue géopolitique, le monde serait certainement meilleur si les Américains régulaient plus la digitalisation et l'intelligence artificielle et si les Européens, qui innovent peu, les régulaient un peu moins. Ça serait un monde bien plus heureux. De toutes les idées et préoccupations que j'ai partagées avec vous, quelques conclusions me paraissent évidentes. Je le fais comme notre chère collègue, la professeure allemande, de son magnifique présentation. Ce sont des idées pour rééquilibrer citoyenneté et technologie et éviter que nouvelle oligarchie soit prête à déchirer l'éthos démocratique occidental. Premièrement, les plateformes numériques doivent être soumises aux codes pénaux, comme tout autre secteur de la société, et répondre pour les contenus qu'elles publient lorsqu'ils constituent des crimes ou des incitations à la exécution ou organisation de crimes. On ne peut pas vivre en état de droit analogique et état de non-droit digital et numérique. Deuxièmement, les plateformes numériques doivent évidemment permettre l'usage de pseudonymes. L'histoire de la littérature est pleine et riche de pseudonymes, mais elles ne peuvent jamais ou ne devaient pas pouvoir invoquer l'anonymat ou la falsification de identité lorsque les contenus criminels sont portés vers la justice. Le faux et les bots ne peuvent pas servir de voie d'évasion judiciaire. Troisième, les plateformes numériques devraient obligatoirement offrir à chaque utilisateur une option claire et nette. Je cite, « Je ne veux en aucun cas que mes données soient vendues à tiers. » End of quotation. Quatrièmement, les plateformes numériques recourant à des technologies d'intelligence artificielle doivent apposer sur leurs produits au contenu un avertissement initial et final, visible et lisible, produit par intelligence artificielle. Cinquième, il est urgent de moderniser les organisations internationales qui régulent la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, en protégeant clairement les droits des créateurs et en pénalisant sévèrement l'usurpation, la copie et la falsification. Sixième, il manque une seule, il est urgent de moderniser les normes internationales empêchant, dans le commerce mondial de services, des conduites visant la formation de monopoles ou oligopoles à l'échelle transfrontalière. Septième, les juristes devraient consacrer du temps à définir et encadrer
à réfléchir et décider légalement le vaste monde de la criminalité numérique, ainsi que ses responsabilités civiles et pénales. Et ça, c'est vrai pour la diffamation individuelle, pour la diffamation corporative, pour le cybercrime, pour le cloud crime ou le vol de données de sécurité nationale. Je termine avec cette présentation, un peu élargie dans le temps, je m'excuse. Je termine cette présentation avec une ironie que j'ai lue quelque part. C'est une forme d'espoir, comme il est fréquent dans l'ironie. Je n'ai pas tellement de peur du développement de l'intelligence artificielle. J'ai plus de peur quand j'observe une vaste réduction de l'intelligence naturelle. Merci bien pour votre attention.